Ce n'était pas une journée que Sandy Blair aurait pu marquer d'une pierre blanche. Son agent avait réglé l'addition, d'accord, mais cela ne compensait pas le refus essuyé au moment de solliciter un report de date de remise de son manuscrit. Le métro avait fait son plein de beauf et prenait son temps, une éternité, pour le ramener à Brooklyn. La marche sur 3 pâtés de maison jusqu'au bâtiment de briques rouges qu'il appelait son foyer lui paraissait bien plus longue que d'habitude et l'air bien plus froid. Le temps d'arriver à destination, une irrésistible envie de bière le tenaillait. Il alla en prendre une dans le frigo, la décapsula et monta avec lassitude jusqu'à son bureau du 4e étage pour se retrouver en face de la ramette de feuilles vierges qu'il était censé métamorphoser en roman. Une fois de plus, les Farfadets s'étaient abstenus de dactylographier un seul chapitre pendant son absence, et c'était toujours la page 37 qu'il attendait sur le rouleau de la machine à écrire. On ne trouve plus de lutin digne de confiance de nos jours, pensa Sandy morose, avant de lorgner l'alignement de mots avec dégoût, de boire une gorgée de bière au boulot, et de chercher du regard de quoi se changer les idées. Ce fut à cet instant qu'il remarqua le voyant rouge du répondeur, et découvrit que Jared Patterson avait appelé. Ou plus exactement sa secrétaire, ce qui était révélateur. 7 années s'étaient écoulées, mais s'entretenir avec lui gênait toujours autant ce salopard. Jared Patterson souhaite que Mr. Blair le contacte le plus rapidement possible au sujet d'un reportage. Fit une voix agréable pleine d'assurance que Sandy effaça aussitôt. Jared Patterson, répéta-t-il en s'adressant à lui-même, perplexe. Un nom qui évoquait une foule de souvenirs. Le bon sens voulait qu'il ignore ce message, Sandy en était parfaitement conscient. Jared ne méritait rien d'autre que son mépris, mais c'était impossible, car la curiosité le titillait déjà. Il décrocha le téléphone et composa l'indicatif, un peu surpris de l'avoir toujours en tête 7 ans plus tard. Bienvenue à vous qui nous rejoignez à Fort-le-Vent pour les congés estivaux de la garde de nuit. Vous êtes bien dans Martine à la plage, le podcast qui parle des autres œuvres de notre barbu à bretelles préféré. Malheureusement, je dois vous annoncer que c'est déjà la fin de l'été et que notre summertime s'arrête ici. Et nous, petites cigales noires de la garde, nous allons bientôt reprendre nos quartiers à Château-Noir. Cependant et néanmoins, il nous reste un dernier invité à accueillir pour en finir en fanfare, on va dire entre guillemets, ou plutôt en asgule. Pour ce faire, j'ai à mes côtés William Blanc, qui est revenu auprès de nous après avoir fait sa petite lettre de motivation la dernière fois. Bonjour mon cher William. Bonjour. C'est bon, j'ai fait une bonne lettre de motivation, c'est bon, je suis embauché, c'est bon. Alors on va te prendre en tant que recrue, puis on verra si tu prêtes le serment de la garde de nuit à un moment. D'accord, ok. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas encore, tu es un petit peu à la recherche universitaire, ce que le punk est à la musique, à savoir quelqu'un qui utilise les codes mais qui a bien envie de décloisonner un peu. Ah bah écoute, est-ce que ça te va comme définition? Ah, c'est très bien, c'est très bien, très bien. Quelqu'un qui est né le même jour que la sortie du premier album des Ramones, ouais voilà quoi, donc voilà, ce qui fait de moi quand même un quasi pépé, mais oui, ça me va très bien en effet, ouais, j'aime bien en effet faire du travail d'historien en fait, mais sur des objets un peu décalés, et notamment sur la fantaisie en fait, hein, donc voilà quoi, donc voilà. Je travaille principalement sur le médiévalisme, donc la perception du Moyen-Âge à l'époque contemporaine, et je travaille beaucoup sur juste des objets de culture pop, quoi. Et donc notre barbu préféré à bretelles, c'est pas Karl Marx, hein, c'est ça, c'est Marx. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Non, mais il y en a plein. Il y en a plein. C'est ça, c'est Karl Marx. Tu peux mettre Guillermo del Toro. Je pense de temps en temps ça passe aussi. C'est pas faux. Ouais, mais donc, voilà. Donc voilà, ouais. Donc je m'intéresse à Martine, et je m'y intéresse même en tant que fan parce que évidemment. Le roman dont on va parler, je l'ai acheté dans les années 90, avant la sortie, la publication, même la sortie aux États-Unis du Trône de Fer, et même la publication en France, la traduction en France du Trône de Fer. Je l'ai acheté d'occasion chez Boulinier, je me rappelle. Voilà, donc je l'ai devant les yeux, et ils sont bien le vieux bouquin, quoi. Donc 40 francs, voilà. Donc c'est marrant en fait. Hein. Voilà, c'est comme ça vous saurez tous. Voilà. Et c'est un bouquin que j'avais adoré, sans connaître Martine du tout avant. En fait, encore une fois, le Trône de Fer, c'était pas sorti. Non, c'est pas du tout sorti parce que le Trône de Fer c'est 1996 pour le début. Ah, aux États-Unis. Et du coup, aux États-Unis en tout cas. Du coup, même le roman, lui, il est sorti en 83 outre-Atlantique et 85 chez nous. Donc on est vraiment sur des œuvres
de jeunesse, hein, on va dire, pour Martine, avant d'arriver à son gros cycle de la maturité, quelque part. Ouais, alors œuvre de jeunesse. Après, pour moi, c'est une œuvre qui, je l'ai dit d'ailleurs j'avais écrit le bouquin Winter is Coming, on avait parlé longuement de ce bouquin parce que pour moi, c'était un bouquin qui est essentiel pour comprendre Martine, qui est un bouquin très politique et qui, à mon avis, est essentiel pour comprendre pourquoi Martine fait de la fantaisie à sa manière, en fait. Voilà. Donc, si on peut. Attends, on va reprendre Ouais, les bases. ouais, non, mais de quoi ça parle, Armageddon Ride, du coup? j'allais pitcher juste après, tu vois, j'allais pitcher. Ah, Oui, bah parfait. voilà. Donc Armageddon Ride, en fait, alors c'est un peu déroutant d'ailleurs. C'est un roman qui se passe dans les années 80 aux États-Unis. Donc c'est vraiment un roman, à l'origine, c'est quasiment un roman contemporain en fait, parce qu'il est sorti en 83 et ça se passe à cette époque-là, quoi, en fait. Donc ça se passe en 81, au début des années 80 aux États-Unis, et ça parle en fait d'un journaliste. Et le journaliste, on comprend qu'en fait c'est Martin lui-même, en fait, hein. Enfin, sincèrement, quoi. Donc qui en fait un journaliste de rock à qui en fait qui apprend qu'un impresario en fait, hein, dont le surnom était Sauron, a été assassiné. Et il fait une enquête là-dessus. Et en fait, c'était important parce que cet impresario, c'était le producteur en fait, hein, d'un groupe qui s'appelle le Nazgûl, enfin qui s'appelait le Nazgûl, dont le chanteur a été lui-même assassiné, hein, par un coup de feu en 1971 pendant un concert. Et voilà, et tout tourne autour de ça. A priori, ça s'éloigne de la fantasy, sauf que, en fait, évidemment, le groupe s'appelle le Nazgûl, et en fait, on comprend que quand le journaliste part comme ça à la recherche, hein, il va aller à la recherche des membres du groupe, en fait, hein, qui pour la plupart maintenant ont un peu des vies un peu pourries, quoi, en fait, hein, et en fait, on comprend qu'il parle de deux choses. D'un côté, il parle de l'Amérique des années Reagan, hein, donc vraiment Martin. Pour lui, qui est quand même qui est un démocrate, un progressiste, pour lui c'est la catastrophe en fait, hein. Hein, il montre que pour lui, enfin les années Reagan, c'est la fin, c'est vraiment la antithèse de ce qu'ont été les années 60. Justement en fait, hein, retrouver ce groupe-là, c'est un peu l'esprit des années 60, hein, l'esprit progrès, l'esprit de révolution en fait, hein, des années 60. Lui est mort en 1971, hein, au moment de l'assassinat du chanteur, hein, qui s'appelle Patrick Hobbins en fait, hein, et en plus son surnom c'était le Hobbit en fait, hein, et comprendre bien ce roman, il faut comprendre à quel point à la fin des années 60 et donc à l'époque de la jeunesse de Martine, hein, Martine est né en 48, hein, il était étudiant en 68, donc à un moment où les campus américains bruissent, hein, de la contestation contre la guerre au Vietnam. Et dans ce bruissement, dans cette espèce de foisonnement politique, la fantaisie joue un grand rôle. Parce que la fantaisie, à l'époque, dans les campus américains, est perçue comme non pas un élément de culture, mais de contre-culture. On lit beaucoup Tolkien à l'époque, mais on le lit parce qu'on l'interprète comme un roman anti-guerre. Alors après, expliquer ça nous entraînerait très loin en fait, hein, mais c'est vrai qu'en fait le roman Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même écrit par un ancien combattant de 14-18 qui déteste la guerre en fait, hein. Quand on lit les lettres de Tolkien, c'est évident. Et vraiment, Le Seigneur des Anneaux est lu comme ça dans les années 60, à la fin des années 60, est lu comme un comme un roman anti-guerre. Les hobbits sont perçus comme des pacifistes, ce qui est en grande partie vrai, hein, quand on lit la description du comté de Tolkien en fait, hein, c'est clairement des personnages qui n'aiment pas la guerre, qui n'aiment pas l'État, enfin qui sont voilà, et en fait les hobbits sont lus comme une espèce de proto comment de sont vus comme des espèces de hippies, quoi, en fait, voilà. Et puis en plus il y a l'histoire de l'herbe à pipe, hein, et là on comprend vite qu'en fait de là en fait il y a plein de gens qui interprètent ça comme voilà comme étant du cannabis, quoi, en fait, hein. D'ailleurs il y avait dans le Londres underground en fait, hein, dans les années 60, il y avait un magasin d'herboristerie, hein, je mets des gros guillemets à ça en fait, hein, qui s'appelait le Gandalf Garden, voilà, voilà, le jardin de Gandalf. Voilà, donc en fait,
faut bien comprendre que, alors, il y a cet aspect-là, et en plus, même les premiers, je vais appeler ça pour simplifier, des proto-jeux de rôle, en fait, hein, mais par exemple, 67 à Berkeley, qui est la fac l'une des facs les plus contestataires des États-Unis, en fait, hein, donc, et créé la SCA. Donc la SCA, c'est la Society for Creative Anachronism, donc la Société pour l'anachronisme créatif. Et donc c'est des gens qui se déguisent en fait, hein, en personnages du Moyen Âge et de fantasy, en fait, hein, mais vraiment du Moyen Âge très fantasmé. Et quand ils font ça, ils le disent ouvertement, ils disent en fait on fait une espèce de manif contre le monde moderne, quoi. Et quand ils disent le monde moderne, c'est contre l'industrialisation, contre la guerre industrielle et tout, quoi. Donc il y a vraiment cet aspect-là qui est très important. Et Martin a complètement baigné dedans. On peut même le souligner, il va être objecteur de conscience pendant la guerre du Vietnam, hein, donc C'était quand même pas rien, en fait, à l'époque, hein. Donc ce roman Armageddon Rag, c'est pour lui un moyen, à mon avis, de ressusciter cet esprit-là. En tout cas, de dire, eh ben en fait, la fantaisie, le rock, la fantaisie, c'était de la contre-culture, c'est ce qui nous a permis de rêver à un moment d'une utopie, quoi. Et il mélange les deux, justement, dans ce roman-là, en mettant en scène un groupe de rock qui n'a jamais existé, mais qui a existé. Je vais vous expliquer pourquoi après. En mettant un groupe de rock qui mélangeait les deux imageries, en fait, hein, donc le Nazgûl, hein, donc, alors pourquoi je dis, il n'a pas existé parce qu'il n'a pas existé, tout bêtement, hein, mais il a existé parce qu'en fait, il y a eu des groupes de rock, en fait, hein, très connus, euh, qui ont employé l'imagerie de fantasy. Le plus connu, évidemment, c'est Led Zeppelin, en fait, hein, donc, qui fait beaucoup d'allusions à Tolkien dans ses chansons, hein, par exemple Ramble On, donc, même si on lit bien les paroles dans Starway to Heaven, enfin voilà, après, voilà, donc ça vous donnera peut-être l'occasion de réécouter ou d'écouter ces chansons-là, hein, et puis il y en a plein d'autres, en fait, hein, dans un mode plus dark, hein, il y a Black Sabbath, en fait, hein, donc, mais il y a aussi Uriah Heep, enfin voilà, quoi, donc, enfin, il y en a un paquet, et plein de groupes qui vont annoncer le hard rock, mais aussi des groupes de rock progressif, en fait, hein. Donc je pense par exemple à King Crimson, en fait, hein, qui est un groupe anglais, voilà, qui dans son premier album, en fait, hein, donc, écrit une chanson qui s'appelle The Court of the Crimson King, en fait, hein, et qui est vraiment, et dans beaucoup de ces chansons-là, il y a vraiment l'idée que le Moyen Âge, c'est en tout cas le Moyen Âge rêvé, fantasmé, c'est l'opposé, en fait, hein, du monde moderne, du monde contemporain, avec ses industries et ses guerres et tout, hein. Cette idée-là se voit nettement, en fait, hein, donc, dans le roman de Martin. Et ça permet aussi d'ailleurs à Martin, quelque part, régler ses comptes avec l'Amérique des années Reagan, en fait, hein. Parce que l'Amérique des années Reagan, c'est vraiment un immense retour en arrière. C'est l'Amérique conservatrice, hein, qui contre-attaque. C'est aussi d'ailleurs une époque une époque de panique morale, en fait, hein, où on commence à regarder les jeux de rôle, à dire voilà, les jeux de rôle, c'est une invention du diable et tout, c'est un truc démoniaque et tout. Voilà, donc, où évidemment on attaque même des groupes de rock ou de métal, en fait, hein, voilà. Comme aujourd'hui d'ailleurs, hein, en fait, hein, où les conservateurs américains montent, hein, vraiment, inventent des espèces de complots, hein, qui viendraient de la contre-culture pour essayer d'interdire justement, ou en tout cas de mettre les bâtons dans les roues de la fantaisie, du rock et tout. Et juste une petite intervention pour vous signaler que si jamais vous êtes intéressé par les liens entre la fantasy et pour le coup un type de musique en particulier, le métal, il y a un excellent podcast d'Elbakin là-dessus que vous pouvez aller écouter. Tout à fait. C'est marrant parce que Martin, c'est pas le seul à le faire. Il y a un film que j'aime beaucoup, en fait, hein, de George Romero, hein, donc, qui est un réalisateur qui a fait beaucoup de films de zombies dans les années 60 et qui en 81 fait un film qui s'appelle Night Rider. Night Riders avec un S à la fin, qui est un film qui pendant longtemps n'a jamais été diffusé en France, en fait, hein, et qui met en scène un groupe de motards qui, pour simplifier, se prennent pour des chevaliers arthuriens, en fait, et un groupe de motards dans l'Amérique des années Reagan. Et en fait, c'est la même chose, en fait, hein. C'est vraiment, ils essaient de créer, hein, entre eux une espèce de utopie, en fait, hein. Ils font des espèces de fêtes médiévales, en fait, hein, voilà, et ils vont de ville en ville pour continuer à faire perdurer cette espèce d'utopie des années 60, hein, utopie qui passe justement par la contre-culture, par le médiévalisme, par la fantaisie. Ce film-là, en fait, quand on le met en miroir avec Armageddon Rag, on comprend nettement, en fait, que là, on est face à deux auteurs qui sont clairement des progressistes et qui sont désespérés par l'Amérique des années Reagan, en fait, hein. Amérique des années Reagan qui, sincèrement, annonce
sur beaucoup d'aspects d'Amérique des années Trump en fait. Donc voilà, il y a un aspect qui est très important. Et je pense un dernier aspect important, Martin, à travers ce roman-là, il veut continuer, enfin il veut affirmer le rôle éminemment politique de la fantasy. Et ce faisant, il réagit à ce qu'il aperçoit aussi sous ses yeux, en fait, c'est que dans les années 80, eh bien, la fantaisie devient aussi, et en passe de devenir, un objet de consommation de masse. Avec le succès qu'a eu Tolkien sur les campus, très vite, par exemple, les éditions Marvel, donc les éditions de comics, en fait, vont publier, par exemple, adapter les aventures de Conan le Barbare en comics à partir de 70. Et puis après, les jeux de rôle vont apparaître en 74, enfin, les publications de la première édition de Donjons et Dragons. Et sauf qu'en fait, ça connaît un tel succès que dans les années 80, et bien justement, même si cette industrie-là, en fait, notamment les jeux de rôle, sont en but aux attaques de la droite conservatrice, en fait, eh bien, cette industrie-là est en passe aussi, en plus avec le développement des jeux vidéo, est en passe de devenir une industrie de masse. Et donc, qui dit industrie de masse dit aussi appauvrissement politique du propos, en fait. Et en plus, il y a aussi un autre aspect, c'est que ça incite aussi d'autres auteurs à écrire des cycles de fantasy très nettement calqués sur Tolkien, en fait. Et là-dessus, en fait, Martin est des clones de Tolkien, mais sans l'aspect, parfois très politique que Tolkien a aussi. Et je pense par exemple à Terry Brooks, tout le cycle de Shannara, en fait, voilà. Donc, On peut penser à Goodkin dans le genre ultra conservateur, très réganien, ça se pose là, quoi. voilà. Et en fait, Martin, il réagit aussi à ça, parce que bon, Shannara, par exemple, c'est 77 en fait, donc les premiers romans. Et donc il dit, moi, je veux faire de la fantasy, il fait réfléchir, quoi, en fait, dans laquelle la politique, en fait, joue un rôle central. Ça va aboutir à Game of Thrones, en fait. Donc, avec justement une espèce de réaction, genre, vous voulez montrer un Moyen-Âge, une vision très idéalisée du Moyen-Âge, avec justement, Terry Brooks, Goodkin, voilà. Donc, moi, je montrais une version très dark. Et donc, Martin, il développe cette espèce de vision fantasy où justement, en fait, il n'est pas là pour faire rêver les gens, il est là pour les faire réfléchir, quoi. Alors c'est même marrant parce qu'en plus il y a pas mal de clins d'œil dans Armageddon Rag. Ouais, je pense que plus que des clins d'œil, si on prend Tolkien, entre Nazgûl, Sauron, Hobbit, on est quand même du référencé, quoi. Puis, non, mais bien sûr, c'est marrant parce que il n'y a pas ça dans l'édition de poche actuelle, en fait, mais dans la première édition. Je dis ça un peu pour me la péter, quoi, comme ça je dis voilà, j'ai la première édition. En fait, Martin, il a poussé tellement loin le délire qu'en fait il a fait la discographie du Nazgûl. Et par exemple, le premier album, qui est sorti en 66, s'appelle Hot Wind Out of Mordor. Donc les vents traduits, les vents torrides, en fait, sortis du Mordor, voilà. Donc troisième album, le Black Album, alors c'est avant Metallica, donc c'est avant le Black Album de Metallica, en fait, et c'est un clin d'œil évidemment au White Album des Beatles, en fait, et vraiment c'est voilà, quoi. Il y a ça, et puis il y a aussi l'aspect que d'ailleurs le chanteur, donc Patrick Henry Unbin, qui est encore une fois qui était assassiné, en fait, en fait est un et je vais y arriver, est un albinos. Clairement, en fait, quand on connaît la fantaisie de l'époque, le héros albinos aux cheveux longs, c'est Elric le Nécromancien, et c'est un clin d'œil à Michael Moorcock. Donc, qui lui. Quand on connaît la passion de Martin pour certains albinos dans le Trône de Fer. Oui, en plus, voilà, où il y a clairement en plus pas mal d'allusions aussi, à mon avis, à Moorcock, en fait, parce que Valyria, ça fait très Valyria et ses dragons. Ça fait très Menlibonné, en fait, avec ses dragons, en fait, qui est aussi un empire, en fait, voilà. Et c'est marrant parce que là, pour le coup, Moorcock, c'est vraiment de la fantaisie hyper politique, en fait. Moorcock se définit lui-même comme un anarchiste, en fait. C'est un auteur qui est un tout petit peu, qui est vraiment hyper important, en fait, mais qui est un petit peu oublié dans la fantaisie actuelle, parce que malheureusement. Ces cycles de fantasy, que ce soit Edric le Nécromancien ou Hawkmoon, ou Erekosé ou Corum, n'ont pas connu d'adaptation à l'écran.
Par contre, il y a eu... Ouais, puis je pense que c'est moins connu en France, mais je pense Ah ouais, bah, quand même, ouais, Outre-Atlantique, c'est ouais, quelque ouais, chose ouais, mais qui est beaucoup plus ouais, bah, impactant, parce quoi. que ça a une influence énorme en fait, hein, donc il y a eu pas mal d'adaptations en BD, hein, d'ailleurs, hein, donc une dernière, d'ailleurs la Mm. dernière, c'est l'une des dernières, c'est Elric, hein, chez Glénat. D'ailleurs, voilà. Donc, si vous achetez l'édition collector, en fait, hein, vous pouvez l'acheter. J'y ai participé, donc oui, j'ai même interviewé Moorcock. Voilà, je touche plus une thune dessus, en fait. Voilà, mais bon, quand même, je le précise, en fait, hein, parce que voilà, il y a une superbe interview de Moorcock dedans, en fait, hein, qui est vraiment, qui est un type adorable, en fait, hein, donc, et qui là pour le coup, pour des gens de ma génération, en fait, hein, voilà, où en fait, on a commencé à jouer aux jeux de rôle à la fin des années 80. Il y avait Stormbringer, voilà, c'était des jeux, enfin voilà, ça faisait partie de nos lectures en fait, hein, donc Moorcock. Et aujourd'hui, bah, ça a été clairement, voilà, c'était détrôné, si je peux me permettre, par le trône de fer en fait, hein, donc c'était. Donc Jeu de voilà, ouais, mots. attention. Moorcock, c'est un auteur qui est très important et auquel clairement Martine rend hommage en fait, hein, donc dans le Armageddon Rag, hein. Franchement, en plus c'est un roman qui court, qui est fini. Oh, c'est facile. Tu tires sur les ambulances, dis donc, toi, hein. Le pauvre Georges Gérard, on l'embête suffisamment quoi, et ça se lit, moi je pense, c'est comme une enquête, c'est comme un polar quoi, en fait, hein, donc ça se lit. Ouais, puis c'est du Martine, donc c'est toujours très fluide et très direct, quoi. Il y a des moments très très marrants en fait, voilà. Mais en plus ça pose plein de questions parce qu'en fait c'est vraiment c'est pas juste un polar, hein. Il y a des aspects hors du commun quoi, un peu fantastique en fait, hein. Donc d'ailleurs la première édition de poche en fait, hein, de ce roman était publiée chez Pocket mais en collection horreur quoi, en fait, voilà. Bon, en fait, c'est un peu exagéré parce que c'est pas trop horrifique en fait, hein. Donc c'est quand même un roman qui pose vraiment des questions sur l'engagement, qui permet aussi d'avoir une espèce d'introduction à l'histoire de l'Amérique à la fin des années 60, en fait, hein, notamment parce qu'on a une vision un peu en France, genre, ah, c'était des hippies, ils écoutaient Hendrix et les Beatles, et puis voilà, ils avaient des fleurs dans les cheveux. Comprendre que l'Amérique à la fin des années 60, c'est un pays qui est déchiré et où il y a des morts, en fait, hein. Donc, il y a des manifestations, notamment contre la guerre au Vietnam, en fait, hein. Donc, le Flower Power, en fait, c'est une réaction à ça, mais en même temps, il y a une violence qui est terrible en fait, hein. Donc ça c'est quelque chose que Martine en fait, hein, nous permet de découvrir ou de redécouvrir, hein, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'Amérique de cette époque-là en fait, hein. Donc voilà, donc franchement c'est un roman que je vous conseille. J'espère en tout cas que ma petite intervention vous aura donné envie de le découvrir. Bah, je vois pas comment il pourrait en être autrement, sachant que tu as réussi à répondre à toutes les questions que j'avais prévues sans que j'aie à les poser. Donc c'est que tout était cohérent finalement. Tu commences un tout petit peu à me connaître, hein. Tu sais que moi je suis un grand bavard en fait, hein. Donc tu sais, il suffit d'appuyer sur play et puis c'est parti quoi. Donc voilà. Mais par contre je ne chanterai pas parce qu'en plus par-dessus le marché, dans la première édition, encore une fois je me la pète, Martine il a poussé le délire tellement loin qu'il a écrit les paroles de certaines des chansons du Nazgûl. Ça c'est intéressant parce que la chanson c'est vraiment quelque chose qui traverse l'œuvre de Martine de part en part. Les chansons sont super importantes dans Le Trône de Fer, qui s'appelle d'ailleurs en anglais A Song of Ice and Fire. Donc la terminologie et le vocable autour de la chanson et le fait d'écrire des chansons qui sont signifiantes et pas juste des chansons pour des jolies paroles, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute son œuvre. Si tu vois la dédicace d'Armageddon Rag en fait, hein, donc c'est pour les Beatles, pour l'Airplane, pour les Spoonful, pour le Dead, donc là c'est que des groupes, hein, Grateful Dead, voilà, Jefferson Airplane, pour Simon & Garfunkel, Jump Lead et Hendrix, pour Buffalo Springfield et les Rolling Stones, pour les Doors, les Birds, et ça continue sur une douzaine de lignes en fait, hein, comme ça en fait, hein. Pour les Who, les Moody Blues qui d'ailleurs avait fait une chanson arthurienne en fait, hein, superbe chanson arthurienne, et à la fin il finit pour l'innocence perdue, les grands rêves et le bouillissant quoi. Ça c'est la dédicace, hein, du coup. Tous ces chapitres commencent par une citation en fait, de paroles de chansons d'époque en fait. Ah, donc je pense que là-dessus on a un roman presque qui a une espèce d'opéra quoi, en fait, voilà, où la chanson joue un rôle essentiel. Et d'ailleurs même je me rappelle, hein, dans le roman, Martine décrit le héros en train d'écouter, d'écouter de la musique en fait, voilà. Donc alors, c'est vraiment super quoi. Donc en plus vous pouvez écouter ce roman en vous écoutant de la zik et découvrir ou redécouvrir de la très bonne musique. Je pense que je vais me le relire pour la 5e fois, je pense. Voilà. Allez, c'est parti. Bah, merci William pour d'être venu nous recommander ce livre du coup. Alors il y a un exemplaire à gagner du roman Armageddon Rag.
Pour participer, il vous suffit de remplir le petit formulaire en description et d'y placer le mot magique que je vais laisser William choisir. Quel sera le mot magique pour cette fois-ci? Ah, Nazgûl. Nazgûl, évidemment. Je ne résiste pas à l'idée de vous faire une petite reco qui peut venir en complément de votre lecture d'Armageddon Drag ou de vos souvenirs d'Armageddon Drag, qui est le film Velvet Goldmine de Todd Haynes, qui est sorti en 98, où on y suit un peu avec le même postulat de départ, un journaliste incarné par Christian Bale, qui va du coup sur les traces d'un chanteur de rock des années 70 qui a été assassiné sur scène, et qui est incarné par Jonathan Rhys Meyers. C'est un film qui brasse pas mal la pop culture, alors avec un autre discours éminemment moins politique, hein, mais quoique. Et pour boucler la boucle, le nom du groupe de Jonathan Rhys Meyers s'appelle The Venus in Fur, qui est du coup un emprunt au Velvet Underground, et c'est la chanson qui avait été choisie pour monter la bande-annonce de House of the Dragon, donc la boucle est bouclée. Passage, 2 trucs sur ce très bon film. Déjà, on comprend vite en fait que le chanteur en question, c'est Bowie. Voilà, bon, même si c'est pas dit que c'est Bowie, en fait, on comprend que c'est Bowie. Et il y a Ewan McGregor qui joue dans ce film-là une version, sa propre version d'Iggy Pop, en fait, voilà quoi, voilà. Et un autre film rock'n'roll sur le rock, en fait, que je vous conseille, qui est peut-être, à mon avis, le meilleur film qui ait jamais été fait sur le rock'n'roll. À mon avis, voilà, c'est Almost Famous. Voilà. Donc, j'ai oublié le nom du réalisateur. En fait, c'est un réalisateur connu. Et c'est un des plus beaux films sur le rock'n'roll que j'ai jamais vu. Voilà. Donc, en français, ça s'appelle Presque Célèbre et c'est un film de Cameron Crowe qui est sorti en 2000. Voilà. Avec encore une fois un groupe inventé. Mais en fait, quand on regarde bien, on comprend qu'il y a pas mal d'allusions à Led Zeppelin, notamment dans le groupe-là. Voilà, donc, voilà. Voilà. Et là, par contre, il n'y a pas de lien avec Game of Thrones, je ne pense pas. Voilà, donc, moins que, voilà, il y a, voilà, je sais pas. Non, voilà, donc, non, il n'y en a pas. Voilà. Je vois même pas d'acteurs qui ont joué dans ce film-là qui auraient pu jouer dans Game of Thrones. Voilà, donc désolé. Mais regardez-le aussi, voilà, c'est très bien. C'est un bon complément. Puis regardez aussi non, je vais arrêter parce que sinon on va... Ça fait trop de recos, les gens ils vont rentrer là. Voilà. Et tiens, puisqu'on parle de recommandations, sachez qu'on vous a concocté une petite playlist Spotify que vous trouverez en description de cette vidéo et qui vous permettra de vous plonger dans les chansons dont vient de parler William, donc les chansons qui font les entêtes de chapitre d'Armageddon Drag, mais aussi un petit peu de la musique dont on a parlé si on prend que Rumble On de Led Zeppelin. Et également, à la fin, pour boucler la boucle, quelques petites chansons. Alors, inspirées du Trône de Fer, on va forcément glisser un peu plus sur la période 90-2000, puisqu'on va plutôt être sur du hard rock, on va dire, ou des choses comme ça. Voilà, donc une petite playlist de, au bas mot, 3 bonnes heures et demie pour continuer cette aventure musicale. Hélas, Martine à la plage, c'est terminé pour cette année, mais au vu du nombre d'œuvres qu'on a traitées et qu'il nous reste à traiter, nul doute que nous reviendrons l'année prochaine pour un deuxième été. Le Son du Mur, le podcast classique de la garde de nuit, tout comme la Chandelle de verre et la Gardez-vous, ça reprend en septembre. En premier sujet, on reste dans les grosses nouvelles puisque nous retournerons à Westeros dans les pattes de Dunkelhoff en guise d'ouverture de la saison. En attendant, si vous avez lu Armageddon Drag, dites-nous ce que vous en avez pensé sur Facebook, Twitter, Insta. Et si ce n'est pas le cas, courez vous procurer ce bouquin. Je pense que William a assez donné envie de le lire. Je vous rappelle au passage que si vous le souhaitez également, vous pouvez soutenir la garde de nuit par le biais de la plateforme Helloasso avec un don ou une adhésion. En attendant, portez-vous bien et bonne lecture à l'ombre du mur. Ciao, ciao. Salut.